L'homme postmoderne aime le beau, les grandes émotions. Devant le manque de sens de l'univers, l'homme postmoderne réagit de diverses manières. Certains font un pèlerinage au Tibet, d'autres cherchent l'illumination intérieure, d'autres épargnent le billet d'avion et l'usure des semelles et se trouvent tout près un chaman ou un psy. Il s'agit d'une observation banale, mais tragique, qu'un grand nombre trouvent le sens de leur vie dans l'épanouissement personnel. Pour les masses, le salut c'est la consommation et le culte c'est le shopping. L'homme postmoderne a renié depuis longtemps toute religion explicite, tout carcan rigide. Lorsqu'il tente d'éviter un nihilisme total, l'esthétique est parfois son seul refuge, si on exclut le sexe et les stupéfiants. Pour combler le vide, il peut chercher à s'entourer du beau dans sa vie quotidienne. On assiste à des pièces de théâtre. On va manger dans les restos les plus huppés. On fréquente les galeries d'art. On achète ses albums d'artistes branchés. Et on pend des reproductions et des affiches sur les murs de ses appartements. Dans une large mesure, la culture populaire a remplacé la religion. Il est donc à la fois logique et ironique, dans ce contexte, d'observer des églises désaffectées désormais converties en galeries d'art, théâtres, centres culturels ou écoles de cirque. Depuis le Néandertal, l'homme aime le beau. Mais chez le postmoderne, cette quête du beau sert de paravent misérable au néant intérieur. Mille et un subterfuges pour fuir le vide, toujours fuir. Un grand nombre d'œuvres artistiques du XXe siècle font écho à ce néant. Jean-Paul Sartre, le philosophe existentialiste et romancier renommé, a confronté lui aussi un aspect particulier du manque de sens dans le monde matérialiste. Dans un échange avec Simone de Beauvoir, il note 2 points. Ouverture des guillemets. Jean-Paul Sartre. Même si on ne croit pas en Dieu, il y a des éléments de l'idée de Dieu qui demeurent en nous et qui nous font voir le monde avec des aspects divins. Simone de Beauvoir. Quoi, par exemple? Jean-Paul Sartre. Ça varie selon les gens. Simone de Beauvoir. Oui, mais pour vous? Jean-Paul Sartre. Moi, je me sens non pas comme une poussière apparue dans le monde, mais comme un être attendu, provoqué, préfiguré. Bref, comme un être qui ne semble pouvoir venir que d'un créateur. Et cette idée d'une main créatrice qui m'aurait créé me renvoie à Dieu. Naturellement, ça n'est pas une idée claire et précise que je mets en œuvre chaque fois que je pense à moi. Elle contredit beaucoup d'autres de mes idées, mais elle est là, vague. Et quand je pense à moi, je pense souvent un peu comme ça, faute de pouvoir penser autrement. Parce que la conscience en chacun justifie sa manière d'être et n'est pas présente comme une formation graduelle ou faite d'une série de hasards, mais au contraire comme une chose, une réalité qui est là constamment, qui n'est pas formée, qui n'est pas créée, mais qui apparaît comme constamment là tout entière. La conscience d'ailleurs, c'est la conscience du monde. Par conséquent, on ne sait pas très bien si on veut dire la conscience ou le monde. Et par conséquent, on se retrouve dans la réalité. Fermeture des guillemets. Est-ce une coïncidence que les utopies les plus noires, telles que Le meilleur des mondes, Brave New World de Huxley, 1984 de George Orwell, la BD d'Enki Bilal ou des films tels que Fahrenheit
451, Clockwork Orange, Soylent Green, Blade Runner ou Gattaca, et été écrit, produit au XXe siècle? Se peut-il que nos artistes pressentent des réalités que nos élites postmodernes préfèrent, s'il est possible, ignorer? Se peut-il que les artistes sont plus honnêtes que les idéologues? Dans le contexte darwinien, où un sens de la vie cohérent peut difficilement être établi, est-ce un hasard que Camus pose une question aussi impitoyable? Ouverture des guillemets. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a 3 dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux. Il faut d'abord répondre. Fin de citation. Jean-Paul Sartre a bien cerné ce néant au cœur de l'homme moderne. Dans La nausée, il explore justement ce concept. Antoine Roquentin, le personnage principal du roman, vit un malaise généralisé et sans nom, un malaise qui frappe dans les circonstances les plus banales et qu'on peut difficilement fuir, c'est la nausée. Le phénomène est si implacable que Roquentin, assis au café Mably, ne peut souffrir de regarder son verre de bière. Son verre le dérange, ça ne va pas. Le manque de sens est gluant, incommunicable. Il bouffe tout et après, plus rien. 2 points. Ouverture des guillemets. Seulement, tout de même, je suis inquiet. Voilà une demi-heure que j'évite de regarder ce verre de bière. Je regarde au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche. Mais lui, je ne veux pas le voir. Et je sais très bien que tous les célibataires qui m'entourent ne peuvent m'être d'aucun secours. Il est trop tard, je ne peux plus me réfugier parmi eux. Je sais tout cela, mais je sais qu'il y a autre chose, presque rien. Mais je ne peux plus expliquer ce que je vois, à personne. Voilà, je glisse tout doucement au fond de l'eau, vers la peur. Fermeture des guillemets. Sur un autre plan, George Orwell, dans le roman 1984, a noté aussi ce malaise et semble même s'approcher d'une réponse. Si on généralise au-delà du contexte particulier du roman, Orwell remarque 2 points. Ouverture des guillemets. On avait toujours dans l'estomac et dans la peau une sorte de protestation. La sensation qu'on avait été dupé, dépossédé de quelque chose à quoi on avait droit. Il était vrai que Winston ne se souvenait de rien qui fût très différent. À aucune époque dont il put se souvenir avec précision, il n'y avait eu tout à fait assez à manger. On n'a jamais eu de chaussettes ou de sous-vêtements qui ne fussent pleins de trous. Le mobilier avait toujours été bosselé et branlant, les pièces insuffisamment chauffées, les rames de métro bondées, les maisons délabrées, le pain noir. Le thé était d'une rareté, le café avait un goût d'eau sale, les cigarettes étaient en nombre insuffisant. Rien n'était bon marché et abondant à part le gin synthétique. Cet état de choses devenait plus pénible à mesure que le corps vieillissait, mais de toute façon, que quelqu'un fût écœuré par l'inconfort, la malpropreté et la pénurie, par les interminables hivers, par les chaussettes gluantes, les ascenseurs qui ne marchaient jamais, l'eau froide, le savon graisseux, les cigarettes qui tombaient en morceaux, les aliments infects au goût étrange, n'est-ce pas un signe que l'ordre naturel des choses était violé?
Pourquoi avait-il du mal à supporter la vie actuelle, si ce n'est qu'il y avait une sorte de souvenir ancestral d'une époque où tout était différent? Fermeture des guillemets. Si on compare la situation actuelle avec celle qui prévalait en Occident il y a 100 ans, lorsque le christianisme dominait sur le plan idéologique et culturel, et qu'on examine les institutions médiatiques et nos élites modernes, le contraste est frappant. La cosmologie judéo-chrétienne a largement été mise aux oubliettes par la majorité comme le vestige rétrograde d'un passé superstitieux. George Steiner, critique littéraire anglais, fait les observations suivantes au sujet des conséquences idéologiques et morales de la chute de l'influence de la vision du monde judéo-chrétienne en Occident. 2 points. Ouverture des guillemets. Cette dessiccation, ce dessèchement affectant le cœur moral et intellectuel de l'Occident, a laissé un vide immense. Et là où il y a un vacuum, de nouvelles énergies et de nouveaux substituts se manifestent. À moins que je ne comprenne mal les données, l'histoire philosophique et politique de l'Occident, au cours des 150 dernières années, peut être interprétée comme une série de tentatives plus ou moins conscientes, plus ou moins systématiques et plus ou moins violentes de remplir le vide central laissé par l'érosion de la théologie judéo-chrétienne. Ce vide, cette obscurité du cœur, était celle de la mort de Dieu. Entre parenthèses, le ton ironique, tragique, utilisé de l'expression célèbre de Nietzsche est si souvent incompris. Mais je pense que nous pouvons exprimer la chose avec plus de précision. La dégradation d'une doctrine chrétienne intégratrice a laissé en désordre ou vidé des notions essentielles de justice sociale, du sens de l'histoire humaine, des relations entre l'esprit et le corps et de la place du savoir dans nos démarches morales. Fermeture des guillemets. Le psychiatre allemand Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, appelle ce phénomène le vide existentiel. Il écrit 2 points. Ouverture des guillemets. Au cours de son évolution, l'homme a souffert d'une autre perte plus récente. 2 points. Les traditions qui soutenaient son comportement ont rapidement disparu. Désormais, ni son instinct, ni la tradition ne lui dictent sa conduite. Il lui arrive même de ne pas savoir ce qu'il veut, ou il cherche à imiter les autres, entre parenthèses conformisme, ou il se conforme à leurs désirs, entre parenthèses totalitarisme. Prenons par exemple la névrose du dimanche, cette espèce de dépression qui affecte certaines personnes lorsqu'elles prennent conscience, une fois la semaine de travail terminée, de l'absurdité de leur existence et de leur vide intérieur. Nombreux sont les suicides qui ont pour cause ce vide existentiel. On ne peut comprendre des phénomènes aussi répandus que la dépression, l'agressivité et la toxicomanie sans admettre le vide existentiel qui les sous-tend. Cela est vrai aussi pour les crises que subissent les retraités et les gens qui ont peur de vieillir. Fermeture des guillemets. Le discours officiel postmoderne affirme qu'à la suite du processus de laïcisation, la religion a quitté la scène publique en Occident et que cette place est restée vide. Mais est-ce véritablement le cas ? Peut-on évacuer aussi facilement la question du sens ? Lorsque les chercheurs en sciences sociales nous assurent qu'aucune société ne peut se passer de système idéologico-religieux, il y a lieu de penser et de se demander
si la place occupée autrefois par le christianisme est maintenant occupée par un système de croyance d'un genre nouveau. Un système de croyance qui n'avoue pas son caractère religieux. Cela implique évidemment revoir la définition de la religion, mais nous y reviendrons. Dans le monde postmoderne, les réponses orthodoxes aux questions fondamentales sont souvent jugées inadéquates, insuffisantes. C'est précisément pour cette raison que la question du sens de la vie se pose de manière si brutale. Ce vide ne peut être réduit à un saut d'humeur passager. Au début du XXe siècle, on espérait que la science nous emmènerait vers un progrès infini, mais ce rêve s'est évanoui. On a espéré par ailleurs que la dictature du prolétariat ferait de nous tous des camarades, mais ce rêve aussi est tombé en lambeaux. Il ne nous reste que le vide laissé par une vision du monde déficiente, inadéquate. Les symptômes de ce vide idéologique sont divers. Tantôt l'Occident regarde vers l'Orient pour retrouver le sens perdu, que les lamas, chamans, maîtres zen et gourous viennent à notre secours et que des apôtres du Feng Shui disposent favorablement nos demeures afin d'éviter une concurrence d'énergie négative. Tantôt l'Occident lève les yeux vers les étoiles pour lire son avenir dans l'horoscope, sinon pour attendre la sagesse provenant d'une autre galaxie. Insérons donc des cristaux de quartz dans nos frigos et dans nos jeans afin de jouir d'une meilleure santé. Si autrefois en pays catholique, le fétiche de mise au tableau de bord d'une nouvelle bagnole était la statue de Marie, aujourd'hui c'est le capteur de rêve amérindien. L'Occident est à la dérive. Pour ceux qui ne peuvent espérer faire carrière dans le domaine scientifique, le matérialisme scientifique des élites n'a pas rempli ses promesses. Dans une large mesure, le mouvement des jeunes des années 60-70 s'est révolté justement contre cette idéologie et cette façon de voir la vie. Le progrès s'est fait attendre. Nos artistes en savent aussi quelque chose. Les systèmes de pensée de nos élites n'ont pas vraiment de réponse satisfaisante à un grand nombre de questions sur le sens de la vie. Les masses cherchent à gauche, à droite. Les utopies de nos élites ont été optimistes, rationnelles et pathétiques. Comme en témoignent les déclarations des intellectuels les plus admirés. Sartre, 2 points. Ouverture des guillemets. Ce que je pense, c'est que lorsque l'homme existera vraiment et totalement, ses rapports avec son semblable et sa manière d'être par lui-même pourront faire l'objet de ce qu'on peut appeler un humanisme. C'est-à-dire simplement, ce sera la manière d'être de l'homme, son rapport avec son prochain et sa manière d'être en lui-même. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes, si on peut appeler ça comme ça, des sous-hommes, c'est-à-dire des êtres qui ne sont pas parvenus à une fin, qu'ils n'atteindront peut-être jamais d'ailleurs, mais vers laquelle ils vont. Fin de citation. Tandis que les réserves évoquées par Sartre ici sont tout à fait appropriées, laissons son optimisme sans commentaire. Un autre enfant de la même génération, le journaliste anglais Malcolm Muggeridge, a contemplé une autre porte de sortie à ce dilemme. 2 points. Ouverture des guillemets. Je n'ai jamais été persuadé que l'univers pouvait avoir été créé, et que nous, les Homo sapiens, ayons pour quelque raison fait notre apparition, génération après génération,
afin de camper brièvement sur cette terre minuscule, uniquement afin de monter l'interminable roman savon avec les mêmes personnages et situations se reproduisant interminablement que nous appelons l'histoire. Ce serait tout aussi ridicule que de bâtir un grand stade pour une partie de billes entre gamins ou une vaste maison d'opéra pour un récital d'harmonica. Fin de citation.